Merci Valérie. Un tout petit bref préalable avant de commencer. Je suis membre du CCNE et comme vous le savez, le comité d'éthique travaille actuellement sur cette question de la fin de vie. C'est un travail important qui n'est pas achevé, donc je peux évidemment rien en dire aujourd'hui. Ce que je vais dire représente mes propres idées, évidemment pas ce que pourra dire l'avis du comité. Et puis peut-être le deuxième préalable est que j'ai le sentiment que sur les sujets dont on va parler ce soir, certains ou certaines peuvent avoir des positions très arrêtées, très tranchées, pas parmi les oratrices de ce soir bien sûr, mais c'est pas non plus mon cas. Bien sûr, je fais un effort pour me forger une opinion. J'essaie de progresser dans ma réflexion, mais j'ai pas d'avis tranché comme beaucoup d'entre vous. Je continue de douter sur ces questions. Je vais peu dire de choses sur ce premier temps de la discussion. Regardez, on réserve une partie du temps qui m'est alloué ce soir pour la deuxième partie de la discussion, mais je voudrais simplement marquer tout mon accord avec ce que vient de dire Anne-Claire, que je vais peut-être reformuler autrement avec mes propres mots. La première idée, c'est que l'expression limitation et arrêt de traitement, c'est passé comme dans le langage courant, comme un syntaxe dans lequel on s'est habitué, on utilise même de plus en plus cet acronyme LAT. Or, comme vient de le dire Anne-Claire, et je trouve ça vraiment important, il y a une grande différence entre les réflexions sur les limitations de traitement, qui sont et qui devraient être une réflexion permanente des équipes, parce que ce qu'on interroge à ce moment-là, c'est la pertinence ordinaire des traitements, et puis les réflexions sur un arrêt éventuel de certaines thérapeutiques, y compris l'alimentation et l'hydratation artificielle, qui sont des réflexions plus rares, plus exceptionnelles, mais bien sûr pas moins importantes. Je pense que tout le monde ici le sait, mais ça va mieux en le disant qu'arrêter les traitements ne signifie pas arrêter les soins et que c'est pas parce qu'on arrête des traitements de suppléance vitale, par exemple, qu'on arrête de prendre soin de la personne. Et de la même façon, je rappelle, ça a été dit de manière implicite par Anne-Claire, mais je le souligne, que les décisions de limitation de traitement, elles ne devraient pas, je pense, reposer sur le sens ou la valeur que peut avoir une vie. Ce qu'on devrait essayer d'évaluer, en tout cas, il me semble que c'est l'esprit de la loi, Dominique Touvenin nous dira si c'est le cas, mais ce qu'on juge, c'est pas là le sens ou la valeur d'une vie, c'est le sens ou la pertinence de traitement dans un contexte donné, en se souvenant bien de ce que les anglo-saxons appellent Disability Paradox. Sophie Crozier, qui a fait sa thèse là sur ce sujet avec le professeur Armel Debrue, le souligne souvent. C'est la qualité de vie qu'on postule très inférieure à ce qu'elle est chez des personnes qui sont dans une situation de vie, notamment qui sont en situation de handicap. On a tendance en permanence systématiquement à minimiser la qualité de vie qui est là. Je vais m'arrêter sur un point qui est aussi ce qu'a dit Anne-Claire pour, là encore, le reformuler à ma façon. C'est quelque chose qu'on a abordé aussi dans le groupe de travail animé par Valérie Despattes et c'est Philippe Petit notamment qui nous a souligné ce point. C'est que il me semble qu'il y a une difficulté. On ne la connaît pas, qu'il ne l'a pas antérieurement exprimée. On a évoqué la procédure collégiale qui permet d'éviter une situation d'obstination déraisonnable. Je rappelle que dès l'avis 121, le comité d'éthique avait souligné que la collégialité devait être mobilisée plus largement encore et avec plus de rigueur, qu'elle devrait s'ouvrir systématiquement quand c'est possible, ou à défaut à sa personne de confiance, à sa famille et à ses proches. Quand la personne ne peut pas elle-même s'exprimer sur ses préférences, sur ses souhaits, quand on ne connaît pas sa volonté, un des objectifs de la procédure collégiale, me semble-t-il, c'est d'essayer de faire émerger une représentation de ce que la personne aurait souhaité. Alors, Anne-Claire a rappelé le rôle des médecins, puis plus largement des équipes, et ça peut être difficile pour eux seuls de déterminer ce que la personne aurait souhaité. Peut-être qu'on a le sentiment que cette procédure collégiale pourrait être parfois davantage enseignée, davantage appréhendée. Peut-être aussi que les familles pourraient être plus associées pour essayer de déterminer ce que la personne aurait souhaité.
Ça ne signifie pas que ce qu'expriment les familles, c'est toujours ça. Il me semble que dans un certain nombre de cas, elles peuvent exprimer ce qu'elles estiment être dans l'intérêt de la personne, alors que ce qu'on voudrait qu'elles expriment, c'est ce qu'elles pensent que la personne aurait voulu. Et probablement, est-ce qu'on aurait intérêt à retravailler sur cette notion de collégialité dans ce contexte-là très particulier, une collégialité ouverte aux proches. Et Philippe Petit nous avait suggéré aussi de recourir à des procédures de médiation dans les situations conflictuelles. Dans certains cas, est-ce qu'un médiateur externe ne peut pas essayer de venir et d'accompagner le fait de parvenir à un consensus? La prise de décision dans ces contextes-là, quand il n'y a pas de consensus, quand il y a un dissensus fort qui reste, la décision elle est vraiment extrêmement complexe et vous le savez. Et un deuxième point que je fais que signaler, et après je m'arrête sur cet élément, c'est, vous le savez, les personnes majeures, elles peuvent, lorsqu'elles sont atteintes d'une maladie grave et incurable, elles peuvent demander un arrêt des traitements. Et lorsque le décès est prévu à brève échéance, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il y a un cas particulier de cette demande d'accès à la sédation profonde et continue, c'est lorsque cette demande elle résulte d'un arrêt des traitements. Quand elle résulte d'un arrêt des traitements qui a été demandé par la personne elle-même, le sentiment que à la fois légalement et à la fois la position de la HAS sont assez claires et que malgré tout, la personne devrait pouvoir accéder à la sédation profonde et continue. Mais on a le sentiment, et c'est en tout cas des remontées qu'on a à l'Espace éthique Île-de-France, c'est que dans certains cas, parce que c'est le refus du patient des traitements et non pas l'évolution naturelle de sa maladie qui paraissent devoir entraîner le décès à court terme, que certaines équipes répugnent ou retardent la sédation profonde continue. Donc je pense que là, c'est pas un point juridique pour le coup. Je pense que c'est un point de pratique et ça me permet de dire que probablement on manque aussi beaucoup de données sur ces éléments-là. On a quelques données sur les pratiques de sédation profonde et continue en France, mais je trouve qu'en termes de sciences humaines, on pourrait faire mieux et les documenter un peu plus, notamment leurs conditions de mise en œuvre. Voilà, je m'arrête sur ces deux points. Merci Fabrice. Je passe maintenant la parole à Madame la professeure Dominique Touvenin.